C'est le 87e épisode. Pas de pression. Pour l'épisode 87. Et on est de retour en studio. Ça fait plaisir d'être de retour chez Dia Studio à Bayonne. J'ai dit Anglette la dernière fois. Là, je ne me suis pas trompé. On est bien à Bayonne. On est bien dans les locaux à Marinadour, à côté du MoMA, pour ceux qui sont dans le Pays Basque. Vous serez bien accueillis. Julien est trop sympa. Donc bon, voilà, si vous voulez tourner un podcast, enregistrer en live, c'est l'endroit où venir. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Camille et ça me fait très plaisir qu'on fasse ce podcast. Ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que t'as plus d'œil au beurre noir, de traces sur le nez, de tout ça. Donc bon, c'est que toi ça va mieux quand même, c'est beaucoup mieux. Je pose la question à chaque épisode. Est-ce que toi t'écoutes des podcasts ? Oui, j'en consomme beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur mon vélo et du coup, c'est aussi une manière de passer le temps et notamment, on va discuter, mais en course. Je pose, alors du coup, t'as un peu anticipé ma question, mais en général, je demande, est-ce que j'ai 3 teams qui se dessinent depuis que je fais ce podcast, que je reçois des invités et que je pose cette question-là. C'est pendant le sport, pendant les tâches ménagères ou pendant les trajets en voiture, les bouchons, tout ça. Toi, tu as un peu répondu à ma question, c'est plutôt pendant le sport. J'ai anticipé. Ouais. Ok, d'accord. Sur ton vélo, on va en reparler. C'est le 87e épisode, on se rapproche du 100e. D'ailleurs, je repasse le message, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas passé. Je cherche un énorme invité pour le 100e. Donc, à vos recommandations, à vos contacts, si vous connaissez quelqu'un. Pour l'instant, j'ai une shortlist. C'est Amélie Mauresmo, qui habite dans le coin. Bichente Lizarazu, qui est un peu occupé en ce moment, mais qui habite dans le coin aussi. Et de manière un peu plus accessible, je pense, c'est Benoît Saint-Denis, le combattant de MMA. Donc voilà, je passe un appel si jamais vous avez des contacts. Je cherche pour le 100e épisode. On va remercier Alice, du coup, de CrossFit Southwest. On va revenir à CrossFit Southwest, je vais en reparler après, mais on va remercier Alice pour la mise en relation, du coup, puisque c'est elle qui nous a mis en relation. Tu vas un peu nous raconter ce que tu fais actuellement et pourquoi, du coup, cette mise en relation. On a été boire un café. Moi, il se trouve que des fois, j'ai un sujet et je cherche la personne pour le sujet. Et des fois, je rencontre une personne et cette personne fait naître le sujet. Et toi, c'est un peu le deuxième cas, puisque à la base, j'avais pas nécessairement de sujet à te proposer. Mais par contre, Alice m'avait parlé de ton profil, elle m'a dit elle est trop cool, ça mérite que vous vous rencontriez et que vous en discutiez. Et donc, de cet échange-là, de ce café qu'on a pris, sont nés plein d'idées, plein de thèmes. Et donc voilà, on est aujourd'hui ensemble pour parler, entre autres, de nutrition, d'image, de longévité, de vélo. On va parler plein de choses, mais avant tout, et comme tout le monde me dit que mes intros sont trop longues, je vais me taire 2 minutes et je vais tout simplement te laisser te présenter. Longue mais complète. Oui, il y a plein de trucs à dire, c'est très dense. Je ne peux pas faire plus court, quoi. Exactement. Déjà, merci pour l'invitation, parce que ça me fait très plaisir aussi, et je suis super contente aussi de l'échange qu'on a déjà eu et de la rencontre. Donc moi, c'est Camille, j'ai 30 ans, je vis dans le Pays Basque maintenant depuis 5 mois. Je suis originaire de... Oh, c'est récent. C'est encore récent, ouais. Je suis originaire de Strasbourg. Je suis ultra cycliste. J'ai commencé le vélo il y a 5-6 ans par du voyage à vélo et assez vite, je suis montée sur des distances et du coup sur de l'ultra. Et depuis quelques mois, je suis en reconversion professionnelle, donc le vélo devient un petit peu mon mode de vie. Je suis en reconversion professionnelle pour devenir préparatrice physique, avec une composante notamment musculation, crossfit, et pour essayer d'assurer la longévité des ultracyclistes. Donc c'est un peu mon projet dans sa globalité. Et dans ce cadre, en effet, je suis en stage à CrossFit Bellara, qui est rattaché à CrossFit Southwest, qui sont gérés du coup par Alice, qui nous a mis en relation. Voilà, c'est donc de là que vient la relation. Ouais. Exactement. Ok. Pourquoi, du coup, vélo, tu nous as dit, ultra. Oui. Pour quelqu'un qui découvre cet épisode, j'ai plein de questions, on va parler de plein de sujets, mais pour poser les bases de l'ultra, comme en plus tu viens de le réviser puisqu'on l'a fait juste avant de monter ici, on vient d'en parler avec quelqu'un. Quelqu'un qui découvre ça, qui se demande ce que c'est l'ultra, comment est-ce que tu expliques ça de manière
simple à quelqu'un qui a jamais entendu parler? D'accord. Donc déjà, je vais souvent essayer d'amener le parallèle avec l'ultra trail qui est plus connu. On est un sport plus récent, l'ultracyclisme. L'ultra trail est un peu plus développé depuis depuis plus d'années. Et en fait, donc le but c'est assez simple, ça va être d'aller d'un point A à un point B avec mon vélo, en général sans assistance, en un temps le plus raccourci possible. Après, il n'y a pas de définition exacte de l'ultra. Pour certaines personnes, ça va commencer à 300 km. Pour d'autres, ça sera un 800 km, etc. Il faut savoir qu'il y a plein de formats qui existent. On va dire du 300 à 5000 km. En route, en gravel, en VTT, des fois en combinant les différentes disciplines. Okay. Voilà, c'est un peu le champ des possibles. Mais on va dire dans les grandes lignes, c'est ça, c'est aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Donc, bien sûr, il y a ton temps de pédalage, mais il va y avoir des temps à contracter, qu'on va essayer de contracter, qui sont les temps logistiques, s'arrêter, faire des courses pour un ravitaillement, les temps de sommeil, etc. J'allais dire la diff avec par exemple, parce que si tu me dis un nombre de bornes à faire, oui. Moi dans ma tête je me dis mais attends, Tour de France, ils partent d'un point A à un point B et ils font des milliers de kilomètres. La différence c'est ça, c'est que le Tour de France ça va être une course par étape avec tout le monde part à la même heure, tout le monde finit à peu près au même moment. Là où toi je dois aller de là à là et je gère comme je peux le parcours, les temps où je m'arrête et tout. Parfois le parcours, en effet. Donc, en effet, dans cette optique, il y a des formats de courses différents, des organisations de courses différentes. Il faut savoir que ce n'est pas un sport qui est fédéré à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de règles officielles. Chaque organisation le fait un petit peu à sa sauce. Mais voilà, des fois, il y aura une trace imposée, donc tous les coureurs vont parcourir la même trace. Souvent, c'est quand même des départs en mass start, en groupé. Par contre, on n'a pas le droit de rouler. Je ne vais pas pouvoir bénéficier de l'aspiration d'un autre coureur. Donc, assez vite, au final, tout le monde va trouver sa place dans le train et tu vas te retrouver à pédaler tout seul à ton rythme. Donc, on parlait là de traces imposées. Il y a aussi des fois où, au final, c'est toi-même qui vas devoir en amont tracer et mapper, comme on dit, ton parcours. Et donc là, on va retrouver les autres coureurs qu'au checkpoint. Donc, on doit relier des checkpoints et c'est à toi de décider, de prendre des décisions stratégiques. Est-ce que je vais passer par ce col ou pas? Voilà. Donc là, c'est toi qui gères tout ça. Et en effet, comme tu le mentionnais, versus des courses à étapes, des coureurs du Tour, par exemple. Donc, il y a tout le staff au bord de la route. Ils ont les ravitaux, les bidons qui leur sont tendus. Ils n'ont rien sur leur vélo, à voilà. part... Ils sont vraiment, c'est le vélo, à la rigueur, 1 ou 2 bidons, quelques gels dans les poches. Et leur but, c'est vraiment de pédaler le plus vite possible. Nous, on va dire qu'il y a, entre guillemets, il y a toute la logistique à gérer autour parce que je vais être responsable de mes ravitaillements. Je vais devoir m'arrêter dans des boulangeries, des supermarchés. Je vais être responsable de mon sommeil. Pareil, là, ils vont courir entre 4, 6, 7, 8 heures pour les plus grandes étapes, on va dire, par jour. Mais ensuite, après, il y a toute la récup. Ils vont arriver dans le camion, il y aura à manger, ils seront massés, etc. Là, pareil, c'est pas le cas. Et nous, comme on va essayer de contracter le temps, on va essayer de contracter le sommeil aussi, dormir que 2-3 heures et de repartir le lendemain, quoi. Les checkpoints, c'est imposé Oui. Ah oui, voilà. Oui. Donc, peut-être on peut faire un parallèle avec genre un rallye, par exemple. Oui, tu pourrais. Où t'as un campement qui est imposé à tel endroit. Par contre, tu vois sur les maps, les mecs, ils partent tous un peu comme ils peuvent, quoi. C'est ça. Tu le vois sur les maps, c'est des nuages de points qui partent un peu dans tous les sens et après reconvergent vers les checkpoints. Et voilà, en fonction des décisions stratégiques, il y a des gens qui vont préférer un peu de plat, mais plus long, d'autres qui vont prendre un col un peu plus dur, plus court. T'as des gens après qui arrivent, personnellement, j'y arrive pas encore, mais à jouer avec les conditions météo. Ils vont regarder, alors ça, c'est vraiment le niveau au-dessus, mais ils vont partir avec plusieurs traces et quand ils sont à leur checkpoint, ils vont se dire, OK, aujourd'hui, le vent, il est plutôt comme ça. Donc, pour atteindre mon prochain checkpoint, je vais privilégier cette trace. Ça existe aussi. Ah, ça, c'est... Là, on se rapproche de la voile, carrément. Oui, ouais, OK. Pourquoi très long? Qu'est-ce qui t'a amené vers faire des aussi longues distances? Et déjà, est-ce que avant de faire ça, tu faisais du vélo? Toi, t'as fait du vélo depuis tout petit? Ou alors un jour, tu t'es dit... Tiens, si je faisais 4000 bornes en vélo. Alors, ça vient pas comme ça et on ne passe pas de rien à 4000 bornes. Ce serait encore plus fou. Du coup, je vais essayer de contracter dans le temps juste avant du coup de me lancer beaucoup, on va dire, parce qu'au début, c'était pas pleinement dans le vélo. C'était ma phase beaucoup de crossfit. Je suis partie dans le cadre de mes études et de mon job 6 mois aux États-Unis.
C'est là où j'ai commencé à faire du crossfit. Avant, je courais plutôt, sauf que je suis arrivée là-bas, on m'a dit c'est interdit de courir, une femme seule. Dans la ville où j'étais, c'était pas possible d'aller courir. Courir sur un tapis ne m'intéressait pas, donc je me suis mise à faire du crossfit. Assez vite, je suis montée sur 5-6 séances par semaine. Donc, c'était la période où j'en faisais le plus. Et je rentre en Europe, j'arrive en Allemagne, pareil, pour mon travail. Et là, le Covid frappe. Et donc, les salles ferment, on a tous vécu ça. Et donc, un peu le vide. Tu passes de 5-6 séances par semaine, qui sont quand même assez intenses, mais voilà, c'est un défouloir, on peut l'appeler comme on veut. Et je me retrouve à ne plus pouvoir faire de sport. À des burpees dans son salon, quoi. Voilà, et très compliqué mentalement. C'était à l'époque, je travaillais dans le conseil, je travaillais beaucoup, donc c'était un peu ma soupape de décompression. Et donc, je n'avais plus cette soupape. Et donc là, un ami qui me voyait, j'allais pas bien, clairement, me met sur un vélo. Il me dit, OK, on peut plus aller dans les salles, on peut plus faire ci. Par contre, en Allemagne, en tout cas, on avait le droit de courir, de faire du vélo. Il m'a mise sur un vélo et ça a été une révélation. Franchement, ça a été OK. Avant, pour moi, le vélo, c'était un moyen de déplacement. J'en ai toujours un peu fait, j'ai appris petite. Et voilà, c'était le vélo taf, aller chercher 2-3 courses, etc. Ouais. Mais jamais, je m'étais dit, c'est un moyen de faire du sport. Okay. Très bête. Mais je le voyais pas comme ça. Et surtout un moyen de s'évader. Parce que là, en fait, je me suis vite rendu compte que tu pars même 1 heure et demie autour de la maison. Et en fait, tu vas tellement plus loin que si tu courais. C'est clair. Et en fait, t'as ce sentiment d'évasion. Tu peux aller loin, tu peux aller dans la nature plus facilement. Et du coup, un petit peu la révélation. Et suite à ça, il me propose 2 mois plus tard de partir faire un voyage en Italie à vélo, en itinérance. Génial. Donc moi, je suis assez open pour ce genre de défi. Du coup, je lui dis, OK, je signe. Je lui dis, tiens, je lui ai donné 1 000 €. Je lui ai dit, tu me trouves tout ce qu'il faut avec ça. Tu te débrouilles. Il faut que ça rentre dans ce budget. Un vélo, des sacoches, tout ce qu'il faut. Et on y va. Et ce voyage a été incroyable. Okay. Donc là, on parle de l'Italie. On fait 80 à 100 km par jour. J'avais pas d'expérience à vélo, mais comme j'avais quand même une certaine caisse grâce au crossfit, à la muscu, je suis revenue sans problème, sans douleur, etc. Et quand je fais 80 à 100 bornes, là, on parle de Strade Bianche, donc c'est très roulant, c'est très beau. Et t'as le temps dans ta journée de t'arrêter, manger ta glace, ta pizza, machin. Donc c'était les vacances de rêve. Ah ouais, trop bien. Et donc je rentre, j'ai un vélo. Et petit à petit, je roule de plus en plus les week-ends, etc. Je repars sur ce même trail l'année d'après. Je passe de 6 jours à 4 jours. Un esprit, alors oui, certes, et j'y travaille, très câblé performance. Je me dis, il y a un truc à faire. En m'entraînant un tout petit peu, j'ai contracté le temps. Je suis devenue vachement plus forte sur le vélo et j'adore ça. Et de là, je signe pour un 500 km. Ah ouais. Et après, ça a été graduel, même si c'est monté très vite, 500, 1000, 1000, 2500, jusqu'à 4000 l'année dernière et un défi de 5000 km qui m'attend d'ici quelques semaines. Incroyable. Voilà. D'ici quelques semaines. Ouais. Ok. Ah, tu saurais me dire à peu près quand ? Comme ça, je peux situer là, à peu je près pars par rapport... mi-juillet. Ouais, ok, bon. Alors, quand ça sortira, ce sera toujours quelques semaines. Donc, ça, voilà. C'est bon. Ok. Pour donner une idée, 4000 bornes, en combien de temps ça se fait ? Là, je l'ai fait en 12 jours. Ok, d'accord. Voilà. C'était 12 jours en autonomie complète. 12 jours en autonomie complète, un départ du lac de Garde, donc un petit peu au-dessus de Milan en Italie, une arrivée au Cap Nord, tout en haut de la Norvège, donc 7 pays d'Europe traversés. Wow, génial. Et ouais, 12 jours, beaucoup de pluie. Donc là, ça nous a beaucoup ralenti, ça a beaucoup ralenti la course. Mais ouais. J'ai une autre question, et après, parce que sinon on va faire l'épisode entier sur le vélo. Quand tu es en autonomie comme ça, les nuits et le sommeil, c'est tu pars avec ta tente ou alors c'est auberge où tu cherches des endroits pour t'arrêter ? Ouais, tout est possible. Ça dépend un petit peu de ta stratégie de course, de ce que tu veux faire, de la durée aussi de ta course. Honnêtement, sur des formats très courts maintenant, enfin très courts pour moi, là, je reviens d'un 1000, 1003, 1004 en moins de 3 jours. Non, 1003. En moins de 3 jours, là, je suis partie sans rien pour dormir et je me suis arrêtée 2 fois des arrêts très courts dans des hôtels. Ah ouais. Puisque sur ce type de format, maintenant que je me connais, je vais aller me chercher sur le sommeil. Donc, je dors 4-5 heures sur 3 jours. Et donc, ces 4-5 heures, je veux qu'elles soient ultra efficaces et très réparatrices, etc. Donc, il me faut une douche et il faut bien dormir. Voilà. Après, sur des formats plus longs, pour des raisons déjà de logistique, des fois, quand t'es
Dans le fin fond de la Norvège, tu as des fois 150 km entre deux villages, donc tu vas pas pouvoir forcément t'arrêter dans un hôtel, aussi pour des raisons de budget. Là, j'alterne et en général, je pars avec un matelas et un bivy d'urgence, donc c'est comme un sac à viande avec une matière de couverture de survie. C'est très sommaire, ça reste léger et ça me permet de dormir 2-3 heures dehors. Et la nuit d'après, je passe un peu plus de temps dans une chambre d'hôtel, quoi. Ok, ça marche. Ok. On va essayer de faire plein de sujets. Ça va être très dense. On va essayer de faire plein de sujets. On va évidemment reparler de vélo. J'aimerais qu'on parle de nutrition sur l'ultra, parce que ça, c'est une question qui est beaucoup revenue quand j'ai parlé du fait qu'on allait faire cet épisode. J'en ai parlé à quelques personnes, et à chaque fois, la question qu'on pose, c'est tout ça, c'est mais qu'est-ce qu'ils doivent manger pendant des distances aussi longues Parler aussi du coup de digestion, de calories, mais aussi de s'entraîner à manger quand on fait du sport, parce que quand on avait bu un café ensemble, on en avait parlé, mais c'est particulier, tu vois, de se dire que moi, si demain je vais courir 1 heure, je m'imagine pas manger, je m'imagine que si je mange quelque chose, je vais avoir mal au ventre, tout le monde me dit qu'il faut pas manger trop proche d'une séance de sport, sauf que là, quand tu pars 3 jours d'affilée, t'es bien obligé de manger, quoi. Donc on va parler de ça, on va parler d'image et de perception du corps dans un univers qui prône quand même plutôt le mince, que ce soit masculin ou féminin. D'ailleurs, tu vas nous apporter plutôt le point de vue féminin, mais même chez les hommes, on est quand même sur des gabarits très fins, très secs. Donc on va parler de ça. Et on parlera un petit peu, si on a le temps, de préparation à l'après-carrière. Tu vois, comment est-ce qu'on anticipe l'après par rapport aux sacrifices qu'il faut faire maintenant, tu vois. Te dire qu'aujourd'hui, pendant 3-4 jours, je vais dormir 4 heures au total, est-ce que c'est des sacrifices que tu fais volontairement en sachant l'impact sur le long terme? Est-ce qu'après, du coup, tu rattrapes, tu compenses? Enfin, tu vois, voilà. Comment est-ce que tu gères tout cet aspect santé maintenant pour que mon sport me laisse pas une mamie à 40 ans parce qu'en fait j'ai trop tiré sur la corde avant, tu vois. Avoir un peu ce point de vue là, est-ce que tout ça te va? Parfait. On va essayer de remplir toutes les cases. Juste avant qu'on remplisse toutes les cases, il faut que je vous parle du coup de CrossFit Southwest. On a parlé d'Alice juste avant, donc on la remercie pour la mise en relation, mais on la remercie aussi pour la sponsorisation de cet épisode, puisque si on est dans ce magnifique studio au MoMA. C'est aussi grâce à Alice et grâce à CrossFit Southwest qui nous permettent de le faire. Tu l'as dit juste avant, c'est 2 salles. C'est Anglette. Alors, Anglette, on va dire pour les gens qui sont du coin, c'est entre le BAB et Casto. Voilà, si vous avez une idée du BAB, normalement, vous devriez voir à peu près. Pour Bellara, je n'y ai jamais été. Donc j'y vais, l'épisode sera déjà sorti, donc j'y ai déjà été, puisqu'il y a une compétition qui est organisée ce week-end, et donc le premier jour de compétition se fait à CrossFit Bellara, donc ce sera la première fois que je vais à CrossFit Bellara, donc je vous redirai où c'est exactement, mais après Google, vous tapez CrossFit Bellara, voilà, ça se trouve facilement. Les 2 salles proposent donc du CrossFit, sur des créneaux de 7h environ jusqu'à 20h, ça dépend des jours et ça dépend des box, donc à regarder sur les plannings. Et propose aussi de l'Aerox de manière plus parsemée. CrossFit, c'est quasiment à tous les créneaux. Aerox, c'est à des créneaux spécifiques, mais il y en a beaucoup. C'est une grosse demande en ce moment, donc c'est important de le dire aussi. Des créneaux de renfo aussi, des créneaux de yoga. Et il y a beaucoup d'événements communautaires qui sont organisés, petites compétitions, mais ça peut être aussi, je sais que demain matin ils se réunissent à 6h30 pour aller courir parce que la boxe est fermée pour la préparation de la compète. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont organisées. La salle est trop cool, les coachs sont trop bien. L'ambiance est grave cool. Moi, je vous le conseille. Je prêche pour ma paroisse, mais moi, ça fait bientôt 13 ans que je fais du CrossFit. Et pour moi, c'est changement de vie total. Donc, si vous voulez essayer, si vous vous posez encore la question de j'aimerais tester le CrossFit, ou alors que vous vous dites, moi, j'ai essayé une fois, mais c'était à Basic Fit et tout seul dans mon coin. Vous n'avez pas fait de CrossFit. Vous avez fait une sorte de circuit training, mais c'est pas du CrossFit. Allez tester dans une vraie box avec un vrai coach, avec une vraie séance. Si du coup vous voulez tester, CrossFit Southwest avec Alice, on vous propose les 2 premières séances offertes.
Donc au moins, vous prenez pas de risque. Vous y allez, les 2 premières séances sont offertes. Et le premier mois est à 50%. Voilà, que j'oublie pas de donner ces infos-là. Donc comme ça, si vous posez encore la question de « j'aimerais tester le CrossFit, mais je sais pas trop, j'ai pas envie de m'engager, le prix, etc. » Bon, bah là, sachez que vous avez les 2 premières séances offertes et le premier mois à 50%. Donc voilà. Quelque chose à ajouter sur CrossFit Southwest ou j'ai tout Je dit? vais rajouter haltérophilie et gymnastique aussi, Oui, des créneaux exact. dispo. Exact. Et sinon, Créneau, je ne peux que valider tout ce qui a été exact, dit. c'est vrai. J'ai dit Aerox, j'ai dit Renfo, j'ai oublié. Créneau d'haltéro et créneau de gymnastique spécifique. Donc avec des programmations sur plusieurs semaines, des cycles, etc. Exact, bien vu. Trop bien. Merci Alice. Nutrition sur du long. Sur du très long, sur du trop long, certains diront. Il y a, j'imagine, un rapport à ce que tu vas mettre dans ton corps quand tu n'as jamais fait ça sur du sport. Est-ce que toi aussi, tu avais cette préconception de ça va me faire mal au ventre, tu vois? Moi, j'ai l'impression que c'est l'idée globale de quelqu'un qui se dit je vais manger sur un effort physique, c'est ma digestion, mon bide, je vais avoir mal au ventre. Est-ce que toi, avant, c'était déjà quelque chose que tu avais? Non, mais parce que, honnêtement, maintenant, avec du recul, je pense que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et comme ok. je n'étais pas forcément entourée par des gens qui pratiquaient ces sports, ces distances, ces durées, j'avais pas cette préconception. Donc, je me suis lancée. Et j'ai eu mal au ventre, c'est pas pour vous faire peur, mais parce que du coup, je n'étais pas entraînée, je n'étais pas préparée, je n'avais pas testé. Parce que maintenant, on le sait, c'est possible de se lancer sans avoir d'énormes problèmes digestifs. Il faut se renseigner et tester tout avant les courses. Ouais, il y a une grosse notion de test, de savoir, de volontairement aller tester du liquide, du solide, du solide même qu'on n'imaginerait pas. Je pense à quelqu'un qui fait un trail cet été et qui m'a dit qu'il amenait du fromage et du pain et du jambon, quoi. Oui. Donc quand on s'imagine ça, évidemment qu'il a pas fait, il va pas tester ça pour la première fois. Exactement. Est-ce que quand tu es sur le vélo, tu manges parce que tu as faim ou alors tu manges parce que tu sais que tu dois manger? Alors, je pense qu'il y a plusieurs phases dans l'effort. Okay. Et au final, c'est même pas je pense, moi je le vois avec plusieurs phases dans l'effort, c'est que je sais qu'au début, en fait, je vais me forcer à manger parce que sur les 2, 3, 4 premières heures, je vais pas avoir faim. Oui. Ou à l'entraînement. Maintenant, en fait, que j'ai recalé ma nutrition, même sur un entraînement de 2 heures, je vais manger alors qu'avant, je ne le faisais pas. Donc là, c'est plus... je me force, après c'est pas dans ce truc de je vais me gaver, etc. Mais c'est plus, je sais que mon corps en a besoin, je sais que ça va être meilleur pour ma récupération ou pour aller tenir sur une distance plus longue. Donc voilà, les premières heures, ça va être plus ce réflexe et suivre au final un plan nutritionnel. Au bout, honnêtement, de 2 jours, t'as faim. Ouais. T'as faim en permanence, pas forcément, mais là tu vas pas sauter ta barre de l'heure, quoi. Tu la prends, limite, t'en as envie, t'avances un ouais. petit peu. C'était dans 1 heure, ça fait 45, voilà. Bon, je vais la manger maintenant. Voilà. Okay. Donc ça se gère comme ça, je dirais. Est-ce que selon la distance, t'adaptes ce que tu prends avec toi aussi? J'imagine que si tu pars sur une journée entière de vélo, tu prends pas la même chose que si tu pars sur 3-4 jours. Exactement. Alors, déjà, on peut peut-être faire une différence aussi vélo et ultra, parce que tu parlais de manger liquide, manger solide, etc. Ouais. En ultra, on le voit aussi de plus en plus arriver. Des personnes qui s'envoient des salades de pâtes sur les ravitaux, des jambons fromage, des choses comme ça. Ça reste assez récent, parce qu'en trail, du coup, la notion de digestion est encore plus compliquée que ce que nous, on peut expérimenter sur le vélo. On a moins les secousses, quand même. Ah oui, voilà, c'est par rapport aux secousses. Exactement. Il y a cette notion de secousse et tu vas être un peu plus ballotté dans tous les sens. Sur le vélo, certes, c'est pas forcément idéal parce que tu es toujours assis, un petit peu comprimé au niveau du ventre parce que tu es penché vers l'avant. Par contre, on a quand même tendance à pouvoir digérer plus facilement et à manger un panel de trucs qui est quand même plus large. Okay. Et du coup, personnellement, maintenant, j'arrive à manger de tout sur le vélo. Ce que je vais emmener, ça va être différent en fonction forcément de la course. Fais-moi rêver, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu adores manger? Ce que j'adore manger, en fait, c'est des phases. C'est fou, mais c'est vraiment... ton corps te demande des choses, des fois, et tu sais pas l'expliquer. Donc, pendant des années, je n'ai pas mangé de viande. Et un jour, sur un ultra, je rentre dans une boulangerie, et là, je vois justement un jambon fromage. Il me le fallait.
C'était vital. Il me fallait ce jambon fromage, donc j'ai mangé un jambon fromage après plusieurs années sans avoir mangé de viande. Et j'étais OK avec le truc en me disant, là, mon corps me le demande. C'était vraiment, tu pourrais dire c'est un craving, mais au final, je me suis dit, si j'en ai envie à ce point, c'est qu'il y a certainement du coup des nutriments ou quelque chose qu'il me faut là-dedans. Ouais. Il y a des fois où j'ai déjà passé une nuit complète à juste pouvoir manger des tagadas. C'était la seule chose qui passait. Ouais, dire, moi, le sucre, donc, je mangeais une tagada toutes les 3, 4, 5 minutes. Parce que à ce moment-là, j'arrivais pas à manger un vrai truc solide, et donc c'était plus facile de manger une petite tagada toutes les quelques minutes que d'essayer d'avaler un truc que j'arrivais pas en fait. Y a une phase où je mangeais énormément de Snickers. Là, ça m'est un peu passé. Là, c'est en Espagne, on trouve les cornis, c'est des barres. Ah oui. Donc je prends ça. Voilà, ça dépend de plein de choses. Maintenant, j'ai aussi adapté. Donc avant, je partais avec au final, c'est de la malbouffe, c'est de la junk food, mais parce qu'il nous faut des calories. Oui, tu as besoin de calories rapides. Oui, rapides. Tu vas consommer dans ta journée 10 à 15 000 calories. Donc, ça donne 10 à 15 pizzas. Bien sûr, tu peux pas les avaler. Impossible, ni même en mangeant tout le chocolat, tous les chips que tu veux, tout le coca que tu veux. Par contre, le but, ça va être de minimiser le déficit calorique au maximum. Donc, on s'envoie des choses pas très clean sur le coup. Mais le corps en a besoin. Et c'est OK parce qu'au final, tu viens pas exploser tes calories sur ta balance totale. Si tu essayais de remplir tes 15 000 calories par du riz, même j'allais dire du riz, des bananes et des légumes, en fait il t'en faudrait des quantités astronomiques par rapport à ce qu'un Snickers va t'apporter juste en calories pures. Après c'est sûr que ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas idéal, mais là à ce moment-là t'as besoin d'avoir de la calorie rapide, quoi. Exactement, de la calorie rapide, du sucre. Et aussi, il faut savoir que quand même, parce qu'on parle beaucoup de carbs, donc de prendre du sucre, c'est très important, il en faut, c'est ce qui nous permet de tourner. Par contre, il y a un moment où niveau digestif et ton corps va saturer, et donc il faut quand même pouvoir alterner avec du salé. Et donc là, ça va être en boulangerie des quiches, des parts de pizza. Aussi une règle que je me fixe, c'est de m'arrêter aussi à minima une fois par jour pour manger un vrai repas. Tu t'arrêtes, tu prends un plat de pâtes ou un burger ou un truc comme ça. C'est pas pareil, ça paraît pas idéal sur le plan nutritionnel comme ça, mais pour ton corps, c'est bien d'avoir des féculents, un peu plus de protéines et un repas chaud aussi dans la journée, ça fait du bien. Ça paraît pas idéal, mais on parle pas on parle pas d'une alimentation 365 jours par an. Non. Comme ça, on parle d'un cas spécial, d'une course, d'un moment, 3 jours. Voilà, c'est ça. On parle de 3 jours de course dans mon mois. Donc c'est pas ça qui va, on va dire, m'abîmer le corps. Et juste pour en revenir à la question initiale qui était qu'est-ce que j'emporte. Donc avant, je partais avec justement des bonbons, des biscuits, des choses comme ça. Maintenant que, on va dire, je me suis un petit peu professionnalisée, j'ai calé ma nutrition grâce à l'aide d'une nutritionniste, je vais partir avec notamment des boissons ISO, des électrolytes, des choses comme ça. J'ai un sponsor également nutritionnel, donc en fait j'ai des barres protéinées, des barres énergétiques qui sont plus clean, plus quali. C'est qui Cook and Run. Ok, super. Cook and Run. Bah oui, et donc c'est des barres notamment à base de pâtes de dattes, ce genre de choses, donc super intéressant nutritionnellement parlant. Et donc je vais partir avec ce genre de choses parce que je sais que sur ma route je vais pouvoir trouver tout le reste. Par contre je vais pas pouvoir trouver de l'ISO dans une station essence. Donc maintenant tu vois, j'ai plus de problème à partir avec 1 kilo d'ISO de sucre au final, parce que je sais que ça va me permettre de, au fur et à mesure, charger un petit peu mes bidons. Ça va pas m'apporter tout ce qu'il me faut. Sur un ultra, tu vas être peut-être aux alentours de 80 grammes par heure en glucides. Ça va pas du tout m'apporter mes 80 grammes par heure. Par contre, j'aurai une petite constante de 20 à 30. Et donc, sur ça, d'essayer de recompléter avec 1 ou 2 barres de céréales et de temps en temps m'arrêter, m'acheter un sandwich, etc., je vais avoir un déficit calorique qui est plus faible que si je n'avais pas pris cette boisson avec moi. Il y a un moment où ton corps, il veut plus manger, où il te dit là, je peux plus. Et est-ce que cette limite-là, tu sens que tu l'as repoussée avec le temps? Et si oui, comment est-ce que t'en arrives à augmenter cette tolérance à pouvoir plus manger, tu vois? Alors, il y a totalement cet effet, parce qu'on en revient... Je t'ai posé 3 questions. Oui, je vais essayer. Waouh. Est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a une limite. Il y a des fois, parce que oui, problème digestif, ça peut arriver, même en étant entraîné, même en sachant qu'est-ce qui marche pour soi.
Tu peux avoir des reflux acides, donc à ce moment-là, clairement, t'as pas envie de manger. Et tout simplement, tu peux avoir ton corps qui te dit, il y a rien qui passe. Ça m'est déjà arrivé d'à peine mettre un biscuit dans la bouche que, tu sais, j'avais des reflux et j'étais là, ok, là, ça ne passera pas, je vais même pas tester. Donc ça peut arriver. Est-ce que tu arrives à le repousser ? Oui, enfin moi je me suis clairement améliorée, ça m'arrive maintenant que très rarement. Ok. Je sais qu'en général, si ça m'arrive, c'est que j'ai fait une erreur dans ma nutrition. Alors que quand j'ai commencé par exemple mon premier 500, je suis partie sans expérience. Les sorties que je faisais avant, c'était des 100, 150 km sur lesquels je me nourrissais justement que de sucre. Et donc en fait, le sucre, ça marche quelques heures, mais au bout d'un moment, t'as le palier et là, ça ne passe plus. Donc ça, tu vois, la première fois, c'était peut-être au bout de 10 heures de course, impossible de manger. J'ai pas pu manger, j'avais rien de salé sur moi pendant 2-3 heures et là j'étais en train de dépérir. C'est le pire truc qui puisse t'arriver, jusqu'à ce que je tombe sur un distributeur avec un sandwich salé. Enfin vraiment le coup de chance. Et je crois que la dernière c'était quoi faire du coup. Comment est-ce que tu augmentes cette tolérance Comment tu augmentes à l'entraînement tout simplement. Et je le disais avant, c'est que maintenant je m'entraîne en mangeant. Avant je partais faire 1 heure, 1h30, 2 heures, je me disais y a pas besoin de manger. Et en soi, non, t'as pas besoin de manger dans le sens où oui, ton corps il tiendra, t'as la réserve pour faire ces 2 heures. Par contre, en termes de récupération derrière, etc., tu vas te faire un peu rattraper et surtout tu ne te seras pas entraîné à digérer tes glucides. Et donc à l'entraînement d'augmenter tes charges de glucides, c'est super important. Et après, comme tu le mentionnais, tout simplement essayer d'aller s'entraîner après un repas. Parce qu'on a tendance à dire, le repas, c'est 2-3 heures, 3 heures avant une course, machin. Pareil, là, maintenant, si je vais courir un Irox, je vais manger mon dernier vrai repas 3 heures avant, en général, plutôt, et une petite collation avant. Là, pour m'entraîner sur le vélo, des fois, je mange et je pars direct après. Ok. J'imagine que tu adaptes aussi un peu l'intensité par rapport... Tu fais aussi en fonction de comment réagit ton corps. Oui. Dire que tu pars juste après le repas, ça veut pas dire je pars en zone 5... direct après mon repas. Non. Mais par contre, quand tu fais autant de bornes, le fait de juste continuer à bouger, c'est du temps que tu gagnes. Donc, Exactement. Est-ce que tu calcules l'apport dont tu as besoin au gramme près, en glucides, en prot, etc. Est-ce que c'est à l'œil ou est-ce qu'on est sur un milieu de ça ? Je dirais que c'est un milieu maintenant. Donc quand j'ai commencé l'ultra, je faisais pas trop gaffe à ça. Je partais de principes plus simples parce que je pense que quand tu commences, ça peut suffire de dire je mange toutes les heures, je m'arrête 2-3 fois dans la journée pour me faire un vrai repas. Ça peut marcher comme ça et j'ai fonctionné comme ça pendant 2-3 ans. Maintenant, je suis sur des efforts, on va dire, à chaque fois plus intenses. J'essaye d'aller chercher un peu plus la performance. Donc là, j'ai dû aussi me blinder un petit peu plus au niveau nutrition. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. En effet, comme je le disais avant, si là, j'ajoute 20 grammes, c'est pas énorme grâce à de l'ISO, mais c'est 20 grammes de plus par heure. Donc, sur du 10 heures, sur du 20 heures, c'est énorme. Et donc, maintenant, je suis un peu sur cet entre-deux. J'arrive pas à tout calculer parce que, aussi, ce que tu vas manger va dépendre de ce que tu vas trouver en fonction des pays. Tu vas pas trouver la même chose. Des fois, tout simplement, t'es dans une station essence, il n'y a pas trop le choix, tu vas prendre ce qu'il y a. Après, j'ai des repères qui font rire des fois des copains, mais je sais qu'un paquet de crocodiles, ça va me tenir 3 heures. Et si je mange mes crocos sur 3 heures, j'ai plus mon petit ISO, j'ai ce qu'il me faut pour pas créer de déficit. Ok. Donc, c'est un genre d'entre-deux. Tu commences à connaître à peu près qu'est-ce qui m'apporte quoi, et petit à petit, du coup... Exactement. Okay. Mais je peux pas être au gramme près dans le sens où tu pars, maintenant je pars jusqu'à 12-15 jours. Je peux pas emporter ce qu'il me faut en nutrition calée pour 15 jours. Et du coup, forcément, tu peux pas être au gramme près. En fait, c'est juste pas possible. C'est quoi la plus grosse erreur qu'on fait sur sa première sortie longue ? C'est dur parce que en fait, ça va être propre à chacun. Du coup, mon expérience, c'était que en effet, je suis partie qu'avec du sucré. Et j'ai cru pouvoir m'alimenter que de sucré. Or, ça ne marche pas. Oublier tout ce qui est électrolytes. Ah oui. Ça c'est très, très important. Tu transpires beaucoup et ton équilibre, tes électrolytes vont venir réguler aussi ton équilibre hydrique, etc. Et je pense que ça, on l'oublie assez souvent. Donc maintenant, je dis aussi à tous mes potes qui s'y mettent, buvez des électrolytes, n'oubliez pas. Quelque chose aussi qui se fait beaucoup en ultra, c'est de manger, et à vélo, c'est de manger beaucoup de bananes. Mais en fait, les bananes apportent beaucoup de potassium, qui a l'effet inverse du magnésium. Et donc, pareil, ça peut créer un peu cette sensation de déshydratation. Donc, tu vois, il y a des trucs que j'ai découverts au fur et à mesure comme ça. Avant, tout le monde mangeait des bananes, je mangeais beaucoup de bananes.
banane. Il y a des fois, voilà, j'avais tendance à pas cramper, mais je sentais que voilà, les jambes elles commençaient à charger, etc. Ma nutritionniste m'a dit attention, les bananes, beaucoup de potassium, va falloir venir équilibrer avec du magnésium. Petit tips, mettez du sel dans votre eau déjà. Commencez Ça, par ça. Sel, c'est déjà bien, ça va être du NaCl. À ceux qui vont pas déjà faire de l'ultra, mais Ouais. tu vois, en ce moment il fait très chaud. Ah, Vous mais c'est partez sûr. faire 1 heure de vélo, bah tu prends un bidon avec de l'eau. En vrai, un peu de sel dedans, vous allez pas le sentir. Vous êtes Oui, pas, on oui. va pas boire l'eau de l'océan non plus, Mm. mais ça fait déjà une grosse diff quoi. Et Oui, il y après, a si on ça. part plus longtemps, Après, voilà. on passe sur C'est- des ouais, gammes des, au-dessus quoi. des, Voilà. des isos, des électrolytes. Maintenant, parce que sel, tu vas avoir que du chlorure de Bien sûr, sodium bien si tu sûr. prends du sel de table. C'est vrai que tu as l'équilibre avec le magnésium, le potassium qui doit se faire. Moi, pareil, maintenant, j'essaie de dire à toute ma famille, à tout le monde, de boire des électrolytes, mais même tous les jours. Et Mhm. notamment, en effet, comme tu le dis, par ces chaleurs. Ah ouais, moi là en Et ce tu vois, moment, maintenant, on en ouais. trouve. Il n'y a pas besoin d'acheter. Il y a une certaine marque qui est très cool, mais des très bons électrolytes, mais qui coûtent cher en pharmacie. Et maintenant, au final, tu vas chez On peut la Decathlon. Bah, Hydratis. Moi, ils Ah sont oui. très bons, mais c'est cher pour ce que c'est, Ah tu non, vois. moi, Enfin, c'est j'aime 10 pas. euros le tube. T'as 20 tablettes, donc enfin, c'est Je peux super faire cher. mon placement à moi alors. Ouais, fais ton Moi, placement. mais, je vous conseille Oli. Et Ah oui, d'ailleurs, j'en ai si entendu jamais parler, oui. Oli sponsorise tout le monde, s'il vous plaît, passez par là quand même. Moi, j'utilise Oli depuis Ouais. 3 ans et j'adore ça. Ouais. Par rapport à Hydratis que j'ai testé ce week-end sur la virée. Voilà. Je sais pas Et trop. quand tu calcules, au final, les hydratis, si tu regardes les Ça va apports, vite. parce que les gens pensent qu'en prenant une tablette, ça suffit. Non, il t'en faudrait 2-3 par jour. C'est trop cher pour ce que c'est. Et franchement, même, donc il y a des marques comme Molly, mais Decathlon. Hein. Bien sûr. Decathlon, la nutrition Decathlon, est incroyable. C'est le meilleur rapport Decathlon, qualité-prix que vous tout est pouvez incroyable, trouver d'ailleurs. sur le Donc, marché. Allez-y, quoi. Pareil, Decathlon, sponsor. Est-ce que tout ça, pour faire un peu boucler la boucle Ouais. sur la nutrition, est-ce que tout ça, ça laisse des séquelles au niveau système digestif, au niveau peut-être juste rapport à la nourriture, tout ça? Est-ce que toi, tu le sens? Alors, ta jeune carrière, parce que Ouais. ça fait pas 20 ans, tu vois, donc peut-être que oui, sur du très long terme, mais est-ce que pour toi, déjà, tu penses que ça a des séquelles? Est-ce que tu y penses pour plus tard? Est-ce que c'est un truc que tu anticipes ou pas du tout? Alors, oui, je pense de plus en plus au plus tard. Quand j'ai commencé, je pensais pas déjà que ça prendrait cette ampleur dans ma vie, etc. Donc, je pense au plus tard. Par contre, honnêtement, à l'heure actuelle, à ce niveau-là, digestion, tube digestif et santé intestinale et bien-être, etc., je pense pas que ça me crée de problème. Je n'en vois pas. Comme on le disait avant, par exemple, là, c'est 3 jours sur un mois. Ouais. Le reste de l'année, je mange clean. Bien sûr, tu as une phase où tu réadaptes, tu reviens. Tu as quand même créé ton déficit calorique, donc il va falloir beaucoup manger. Bien sûr. Et petit à petit, je vais diminuer, entre guillemets, la junk food et repasser sur du sain. Et il commence à y avoir des petites études. On n'a pas non plus énormément de recul, mais a priori, ça laisse pas de graves séquelles à ce niveau-là. Et pour finir, parce qu'il y avait la question sur le rapport à la nourriture, j'ai honnêtement eu des rapports assez compliqués. Jeune, je faisais du judo. Maintenant, avec du recul, je peux dire que c'est ça. Je faisais du judo et en fait, donc c'était mon adolescence, la croissance, etc. Et à ce moment-là, j'étais traquée au niveau du poids parce que tu sais, c'est par catégorie Exact. de poids. Et c'est vraiment un truc qui m'a, je pense, traumatisée. Et j'avais un rapport à la nourriture très compliqué pendant toute mon adolescence et ma vie, on va dire, de jeune femme. Parce que j'ai grandi avec ce tracking en fait de mon poids. Et des fois, l'entraîneur, t'as 13 ans, qui te dit il faut surtout pas que tu prennes 2 kilos parce que tu passes dans la catégorie d'au-dessus et tu vas te faire rouler dessus, quoi. Ouais. Ou à l'inverse, avant de te faire peser, il faut absolument que tu prennes 1 kilo, on va te faire boire un litre d'eau. Enfin voilà. Et du coup, ça m'a créé un petit peu des... Je pense pas que je suis allée sur des gros troubles du comportement alimentaire, mais j'avais un rapport un peu conflictuel avec la nourriture parce que je le voyais comme la nourriture peut me faire prendre mon poids, perdre mon poids, machin. Alors que grâce au sport, ça a commencé honnêtement grâce au CrossFit et maintenant avec le vélo, je me dis ma nourriture c'est mon fuel et c'est ce qui me permet de faire les choses incroyables, c'est ce qui me permet de nourrir le corps qui va m'emmener traverser des pays, traverser des continents. Et ça a complètement shifté et du coup j'ai un rapport à la nourriture qui est maintenant que j'aime trop parce que voilà, j'aime bien manger, je fais gaffe pas en permanence, mais on va dire au quotidien, j'ai une alimentation saine. Par contre, je me fais des plaisirs qu'avant je me faisais pas, tu vois. Tu m'offres une transition et je vais la saisir directement parce qu'elle est parfaite. Quand on parle troubles alimentaires, on peut souvent faire des ponts avec troubles de perception de son corps. Ouais. Parce que du coup,
Alors toi, c'est dans une démarche de performance, tu vois, quand le coach il dit il faut que tu fasses tel poids, c'est par rapport à ça, mais du coup, le poids peut être lié aussi à comment je me vois dans le miroir. Oui. Et si on en vient au vélo, moi, en préparant un peu cet épisode, j'ai essayé de regarder un peu, tu vois, les têtes d'affiche dans plusieurs disciplines de vélo. J'adore la série Le Tour sur Netflix. Incroyable. Oui. Mais quand on regarde cette série, on se dit, ils ont tous le même physique, ils sont tout petits. Bon, pas tous, il y en a qui sont un peu grands, mais ils sont tout secs, tout fins, tout minces. J'ai été voir chez les filles, dans mon ancienne boîte, on a bossé pendant longtemps avec Pauline Ferrand-Prévôt. Même chose, c'est des physiques très fins, et depuis qu'elle est passée sur... parce que VTT, elle était un poil plus épaisse, et encore qu'elle était toute fine, elle est passée sur la route, elle est encore plus fine. Donc j'ai l'impression qu'il y a un standard du physique qu'il faut avoir, tu vois. Est-ce que il y a des contre-exemples? Est-ce que c'est possible d'être très bon? Je pose la question. Oui. L'avantage de cet épisode, c'est qu'il est enregistré en vidéo, donc on voit que t'es costaud, tu vois, que t'as pas le physique de Pauline Ferrand-Prévôt. Donc j'anticipe un peu la réponse, mais on peut être bon en vélo de très long sans faire forcément 50 kilos et être tout queuse, quoi. Tout à fait. Et c'est ce que j'adore dans cette discipline, c'est qu'il n'y a pas un physique, il n'y a pas un âge, il n'y a pas un genre, au final, qui est meilleur que l'autre, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui rentrent en compte. Et après, de manière générale, même au niveau pro des coureurs du Tour, etc., on voit quand même, c'est encore tout gentil, mais on voit un shift qui s'opère et on les voit quand même prendre un petit peu en masse. Et c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a 3 jours, alors je ne saurais plus dire de qui c'était, mais j'ai vu un article justement sur le fait que les coureurs commençaient à devenir un peu plus bulky. Parce qu'on commence à comprendre que, alors certes, il y a le poids reste important, mais le poids dans ton rapport poids-puissance. Et le muscle. Et donc, au final, si je pèse 2 kilos de plus, mais que j'arrive à développer plus de watts par kilo, il n'y a pas de problème, parce que j'arriverai à monter mieux que quelqu'un qui est tout fin. Après, voilà, comme tu le disais, j'ai pas un physique ultra lean, je suis pas fine, je suis très grande. Et je monterai jamais, je pourrais faire tous les efforts du monde et m'entraîner comme une dingue, j'atteindrai jamais un niveau comme ça en grimpe, par exemple. Par contre, sur de la durée, j'ai un physique qui, oui, totalement permet de durer, qui est en bonne santé. Le fait d'être musclé aussi, donc ça, moi, c'est quelque chose que je veux vraiment prôner et que... Enfin, du coup, j'espère que quand j'aurai des athlètes coachés, que du coup, ils vont adhérer à ça. Pour moi, un corps musclé, c'est un corps qui dure dans la durée. Et c'est un corps qui se blesse moins, surtout. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que sur le vélo, sur ces distances-là, tu vas répéter, donc, notamment au niveau des jambes, le même mouvement, mais des centaines de milliers de fois. Donc, si tu as un déséquilibre quadri et ischio, tu peux très vite avoir mal au genou, avoir des problèmes, même sur les tendons, etc. Et du coup, c'est super important d'arriver avec un corps qui est quand même déjà renforcé. Ce qui revient aussi beaucoup, c'est tout ce qui est nuque, etc. En fait, t'es des heures, pareil, soit dans tes prolongateurs, donc les barres devant. Là, si t'es pas musclé derrière, si t'as des omoplates, scapulas qui ne sont pas stabilisés, tu vas vite avoir très très mal. Alors que si t'arrives avec un petit peu de trapèze et une tenue dans le dos, t'as moins de risques que ta tête te tombe au bout de quelques jours. On dit souvent que le vélo, c'est un bon sport parce que c'est un sport porté, donc c'est moins dangereux que d'autres sports parce que la course, il y a des impacts. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que même si c'est un sport porté, il y a une position pendant de nombreuses heures et ça peut être problématique. Enfin, ça peut développer, si t'es pas musclé, des petites pathologies, des petites douleurs. Exactement. Est-ce que quand on est une cycliste féminine, il y a une pression à être performante, mais aussi photogénique? C'est dur à... Honnêtement, je sais pas. Je pense que dans l'inconscient, et tu vois, de manière comme ça, j'aurais envie de te dire oui. Après, je pense que ça dépend un peu des disciplines, mais c'est dur à dire. En fait, on va pas te le dire directement. Par contre, tu vois, tu mentionnes PFP, il y a eu sa perte de poids, et le problème... Pour moi, c'était pas qu'elle ait perdu du poids ou je ne sais quoi, mais c'est que tout de suite, c'est devenu le sujet. En fait, les gens s'en sont emparés, les gens ont donné leur avis alors qu'on ne leur avait pas donné leur avis. Et donc, quand je vois ça,
Bah, j'ai envie de te dire oui. Malheureusement, on attend une certaine image. Et on s'approprie encore, au final, le physique des athlètes. On se permet de donner des conseils, des avis, alors que ça n'a pas été demandé. Donc, j'aurais envie de te dire non, mais malheureusement, on le voit encore que oui, il y a des attentes au niveau du physique d'un athlète. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est une pression supplémentaire aujourd'hui par rapport à ça ? Je pense, parce que oui, les filles qui sont, entre guillemets, les femmes qui sont jolies, qui vont du coup mettre plus en valeur ce qu'on attend. Vraiment, c'est très dur comme discussion parce que c'est des clichés. Mais tu vois, une femme qui va être un peu plus apprêtée, un peu plus maquillée, qui va porter un peu plus de couleurs qu'une autre, etc., va être plus suivie. Plus suivie dit potentiellement plus de sponsors, plus de financement. Elle va pouvoir se professionnaliser versus une femme qui ne va pas le faire, en fait. Et du coup, oui, je sais, j'ai même plus quelle était la question. Non, mais c'est ça. En fait, on a l'impression que les réseaux sociaux, tu vois, tu donnes tout un schéma, sponsor, etc. En fait, c'est un outil génial parce que c'est un outil qui te permet d'avoir de la visibilité, mais du coup, c'est une contrainte supplémentaire parce que si on se basait uniquement sur les watts, les résultats, ce serait facile de savoir qui est sponsorisé. Le meilleur est sponsorisé. Là, on rajoute une donnée qui est la visibilité, qui est basée sur des critères complètement subjectifs, parce que c'est l'appétence d'une personne ou d'une autre par rapport à un physique, une personne, etc. Donc, c'est un super outil, mais d'un autre côté, ça te rajoute une contrainte, quoi. Exactement. Après, sans enlever, parce qu'il ne faut pas rester non plus dans ce cliché, sans enlever que derrière, je me dis toujours, cette femme a fait aussi un effort de contenu, elle fait des trucs super quali, etc. Bien sûr. Moi, je ne prends pas le temps de faire ou que je n'ai pas le niveau de faire ce genre de contenu. Donc, il ne faut pas enlever le fait qu'il y ait du travail. Mais oui, une image conforme à ce que la société peut attendre, peut aider du coup à se développer plus facilement dans le sport. Mais on le voit aussi dans le crossfit, dans tous les sports, au final, tu peux faire le parallèle. Ouais. Est-ce que c'est quand même un sport qui est exigeant, qui est rude, qui est pas forcément sexy sur le papier. Ma chérie dit que les tenues de vélo, c'est catastrophique. Moi, je suis plus... moi, ça va, tu vois. Mais c'est vrai que c'est particulier quand même. Est-ce que c'est difficile de rester connecté à sa féminité dans ce setup-là ? Si je fais un parallèle avec la gym, la danse, où forcément, t'es déjà dans un truc qui est un peu plus féminin, tu vois. Ouais. Du coup, pour moi... la connexion à ta féminité, c'est pas une image unique ou une esthétique. Là, quand on parle d'une esthétique, parce qu'on va parler d'un certain type d'habillement, d'équipement, de couleurs parfois, de maquillage ou non, etc. Et en fait... j'ose espérer qu'un jour aussi on shift et que tu vois la féminité soit pas associée justement à cette esthétique ou à cette image unique, mais à comment on va s'exprimer sur le vélo. Et au final, il y a des femmes qui arrivent maquillées, il y a des femmes qui arrivent avec des ongles faits. Moi-même, des fois, je le fais. J'arrive sur une course avec mes ongles faits, j'aime bien. Je vais être crade pendant une semaine, mais j'ai mes ongles faits et je me dis c'est chouette. J'ai l'air plus propre comme ça. Et c'est propre à chacun. C'est ok que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Il y en a d'autres qui vont privilégier au final le confort et avoir du coup un vêtement différent ou ne pas s'embêter avec des ongles parce que s'il faut réparer, ça va être embêtant, etc. Et j'espère qu'on va pouvoir shifter vers un truc de ok, sa féminité s'est exprimée par sa gestion de course. On sait qu'on est plus endurante, ça a été prouvé maintenant qu'on est plus endurante que les hommes, qu'on sait très bien se gérer sur du long. Maintenant, tu vois qu'il y a des femmes en trail comme à vélo qui passent devant les hommes. Et tu vois, je pense que la féminité s'exprime aussi et s'exprime comme ça. Et au final, rien que de participer à ces courses qui sont étiquetées, moins sexy, plus masculines, etc. Au final, c'est se réapproprier un petit peu notre espace et notre féminité en venant nous exprimer aussi en termes de performance, de puissance, etc. Ouais, c'est-à-dire que la féminité, c'est pas juste les ongles ou les paillettes, c'est pas ça. Mais c'est pas que ça, quoi. Ça, c'est un peu l'attente de la société et le cliché.
c'est comme ça que je le vois. Versus, il y a plein d'autres choses. Mais c'est même plus une question de... C'est plus ta personnalité que ta féminité. Parce que si t'aimes bien te mettre des paillettes avant ou avoir un chignon rose avant de partir, c'est peut-être juste que c'est ta personnalité. Mais exactement. c'est pas ça qui fait que t'es féminine parce que t'as les ongles faits ou pas, quoi. Exactement. Et un homme peut avoir les ongles faits au final parce qu'on a genré tous ces trucs-là. Mais voilà, tous ces trucs-là, mais pourquoi ils sont genrés? Et même nous, tu vois, là, dans notre conversation, on est très binaire parce qu'on parle homme-femme. Bien sûr. Et maintenant, c'est un sujet qui est génial dans l'ultra, c'est qu'au final, il y a de la place pour tout le monde. Et on parle de plus en plus aussi de Flinta, on parle de minorité de genre. Et en fait, on les voit aussi. On voit tout le monde de plus en plus représenté, etc. Et je trouve ça génial parce que tout le monde peut venir prendre une part de cet espace au final. Qu'est-ce qu'on dit à une petite fille qui voit ce sport-là et se dit... peut-être qu'on voit l'image, je repense à Pauline Ferrand-Prévot, mais quand elle faisait du VTT, tu la vois arriver à la fin, il y a de la boue sur la tête, il y a tout ça, quoi. Une fille qui se dit, j'ai le choix entre ça ou aller faire de la danse, tu vois. Comment est-ce qu'on... Alors, attention, parce qu'après, je vais mettre ceux qui font de la danse à dos, qui vont dire, mais non, venez faire de la danse. Non, c'est plutôt comment est-ce qu'on ramène des filles sur ces sports-là qui sont encore très représentés masculins. C'est en voyant de plus en plus, et on arrive, j'ai envie de dire on arrive, et c'est surtout en ayant de plus en plus de représentation. On est encore sous-représenté dans les médias. C'est pas compliqué à voir, hein. Tu vas voir l'équipe, tu vas souvent voir les têtes de course masculines, très rarement les têtes de course féminines. En termes de diffusion, si là on parle de certains tours, de certains grands tours, les femmes ne sont pas diffusées en entier. En fait, il n'y a que les départs, les arrivées, alors que la course masculine, tu vas pouvoir la suivre complètement. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc de représentation, et notamment représentation dans les médias. Ok. Il faut que je check avec la régie combien de temps on a encore. On aime trop parler. J'ai un petit quart d'heure encore. Ok, bon, très bien. Merci la régie. Parce que j'ai encore 2-3 questions avant de conclure cet épisode. Je trouve très intéressant tout ce qu'on a dit sur la nutrition. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes à s'imaginer du coup ce que ça représente, tu vois, à se dire je pars, je vais apprendre à manger, je vais essayer de le travailler et tout ça. On peut d'ailleurs donner le conseil d'aller voir si vous vous posez la question avant d'aller faire une longue sortie vélo, même de 3-4 heures, une journée, pour certaines personnes c'est immense, tu vois, écrivez à Camille ou allez voir quelqu'un qui en fait déjà, ou alors juste on peut même discuter avec un nutritionniste, un diététicien, voilà, on peut commencer par là. Pour le côté représentation du corps, je trouve que c'est très cool ce fait que la féminité, c'est peut-être aussi vos performances. En fait, juste montrer que vous êtes forte sur un vélo, rien que ça fait de vous une femme féminine, quoi. C'est pas qu'une question de couleur de tenue ou d'ongles et de paillettes. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de tout ce que tu fais maintenant par rapport à l'après-carrière. On en a parlé un petit peu sur la nutrition. Je veux qu'on en parle aussi un peu sur le côté physique. Quand tu fais tous ces efforts maintenant, tu sais que ton corps, tu le mets quand même dans des conditions difficiles. Même si c'est que 3 jours par-ci par-là, c'est des petits temps de sommeil, c'est je mange un peu tout ce que je peux pour avoir des calories, puis c'est des gros efforts on lui demande beaucoup de choses. Tout ça, potentiellement, ça a de l'impact sur ta longévité physique. Est-ce que tu y penses ? Est-ce que tu le gères d'une certaine manière ? Et est-ce qu'il y a des domaines, je pense au renforcement musculaire, t'en parlais, tu vois, à la nutrition, même peut-être au sommeil, sur lesquels tu vas un peu plus appuyer en période off, tu vois ? Du coup, parce qu'il y avait encore plein de questions. En fait, je fais trop ça. Je crois que je me rends compte que je pose jamais une seule question. Il y en a 50 dans ce truc. Je vais essayer de reprendre le fil, mais globalement, est-ce que j'y pense? Alors déjà, ça me fait rire de parler d'après-carrière, parce que j'ai pas l'impression, tu sais. Bien sûr. Mais allez, on va dire que je me suis... cette année, en tout cas, est à moitié consacrée quand même à ça, à courir et à essayer d'aller chercher des performances sur des belles courses. Est-ce que j'y pense à l'après? Oui, de plus en plus. Comme je le mentionnais avant, je me suis lancée sans trop savoir dans quoi je me lançais. Et je suis honnêtement arrivée sur des lignes d'arrivée dans des états
pas très fun, quoi. Avec clairement les fesses abîmées, un sommeil mais totalement déréglé pour plusieurs jours, des kilos de perdus beaucoup trop rapidement, donc signe d'alerte également. Ouais. Et j'imagine que même cycle menstruel, ça doit avoir un impact. Ouais, ça peut complètement te dérégler. Il y a maintenant, pareil, on en parle de plus en plus, c'est tant mieux. Le REDES, du coup, c'est le REDES syndrome. C'est quand les coureuses ou les athlètes, de manière générale, n'ont plus leurs règles en raison d'un entraînement trop intense et d'intensité trop élevée. Ouais. Et donc maintenant que j'essaye entre guillemets un petit peu de professionnaliser tout ça, de courir des grosses courses plus fréquemment, je pense de plus en plus, enfin c'est même pas que j'y pense, c'est que c'est une partie totale au final de ma préparation, tout ce qui va tourner autour de la récupération. Et donc tu le mentionnais, il y a bien s'alimenter, bien se complémenter, bien dormir. Maintenant je dors, mais j'adore dormir et ça fait rire les gens parce qu'ils me disent mais tu dors pas pendant 4 jours. Oui, mais tout le reste de l'année je dors à minima 8 à 9 heures par nuit maintenant. Ah ouais, okay. C'est vraiment je fais gaffe à tout ça parce que en effet je sais que si je veux durer, si je veux pouvoir continuer à faire ce que j'aime, il faut faire très attention à mon corps à côté au final. Et même maintenant ça se transfère aussi, enfin le parallèle est aussi fait sur les courses, c'est qu'avant je revenais abîmée, honnêtement il y a des fois je me suis fait mal sur des courses, alors que maintenant mon but c'est de surtout pas revenir blessée, surtout pas revenir trop amincie en ayant trop tapé dans le moteur, etc. Et ça se gère, ça s'apprend et j'y arrive. Alors après, avec des fois des petits rappels, mais il y a vraiment cette notion de je veux durer, je veux pouvoir continuer à faire ça pendant longtemps. Tu penses pendant la course, est-ce que des fois t'aurais pu prendre un risque et tu vas pas le prendre, ou alors est-ce que le risque il est plus mesuré, plus étudié, ou alors au contraire YOLO, de toute façon, là, il faut que j'aille rattraper l'autre qui est devant, ou tu vois. Non, du coup, c'est des risques. Maintenant, je prends des risques qui sont mesurés et limite calculés, mais surtout, c'est mes décisions. En fait, au début, j'étais peut-être aussi un peu toute folle. Ok, c'est la course, je vais un peu tête brûlée. Tu sais pas trop comment te gérer. Tu y vas sans expérience. T'as pas réfléchi à on le parlait avant, ta stratégie de nutrition, ton sommeil, etc. C'est un peu all-in et puis advienne que pourra. Et au final, tu te rends compte que c'est pas ça qui marche, mais au final, ce qui va marcher, c'est de faire sa course. Donc, ça va être d'écouter mes propres besoins, de savoir identifier mes besoins, ce qui n'est pas toujours facile quand tu manques de sommeil, etc. Il faut savoir rester lucide pour savoir te décider. Enfin, déjà, analyser ton corps et te dire, là, si j'ai cette douleur, pourquoi j'ai cette douleur ? De quoi mon corps a besoin à l'heure actuelle ? Est-ce que j'ai besoin de manger, de sommeil, etc. Prendre les bonnes décisions et essayer de rester focalisé sur sa course. Et je suis plus du tout dans ce truc de je prends un risque pour essayer de rattraper quelqu'un. Ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et d'autant plus que j'ai pas envie de me mettre en danger. J'ai pas envie de me cracher, de pas rentrer, en fait. Oui, carrément. Et avant de s'en discuter, mais ça m'est arrivé pour la première fois il y a 3 semaines, une chute en course. Notamment, j'avais jamais eu de grosses chutes. Ouais. Là, c'est en plus une course. 3 jours avant qu'on enregistre. Avant le podcast. Parce que t'étais pas prête à enregistrer. C'est ça. C'était pour gagner du temps. Mais du coup, ça m'a encore refait penser à ça. Et là, c'était frustrant parce que j'avais pris aucun risque. J'avais pas joué sur le sommeil, j'étais bien alimentée, etc. Et c'est un vrai accident. Mais du coup, ça m'a encore fait réfléchir à ça. Et je me suis dit, waouh, là, j'ai de la chance parce que 3 semaines après, je suis déjà de nouveau sur mon vélo, j'ai pas eu de gros trucs cassés, etc. Mais en fait, ça me rendrait très malheureuse de me dire, pour essayer de gratter, entre guillemets, 1 heure ou rattraper quelqu'un, je me suis mise en danger et peut-être que je peux plus bouger pendant 3 mois. Et je ne peux plus faire ce qui me rend heureuse, être sur mon vélo, être dehors, mais aussi je peux plus coacher. Donc ça met, tu vois, plein d'autres aspects de ma vie aussi. Ouais, c'est pas juste je peux plus faire du vélo, quoi. Donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, honnêtement. Ok. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire ? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Est-ce que pas mal de trucs. J'allais te reposer une question. Tu disais le jeu en vaut pas la chandelle. Oui, peut-être juste dernière question là-dessus. Est-ce que tu sens que du coup c'est un désavantage par rapport à quelqu'un qui va être tête brûlée, tu vois ? Ou alors au contraire Plus maintenant. Ok. Plus maintenant parce que justement, et ça tu l'apprends par les expériences et peut-être les mauvaises expériences, tu vois, de me dire je vais enchaîner 2 nuits sans sommeil pour essayer de rattraper l'autre.
Bah en fait, ça ne sert à rien parce que tu te seras tellement tiré une balle dans le pied que le jour d'après, tu vas plus avancer. L'autre qui aura dormi peut-être que 2-3 heures, bah, elle aura dormi 2-3 heures de plus que toi. Et ben elle pourra pousser sur ses pédales. Elle pourra prendre des décisions lucides et elle se mettra pas en danger sur une descente. Et au final, elle va te rattraper. Ouais, ok. Et on en revient à ce truc de... c'est super important d'écouter ses propres besoins, de faire sa course. C'est très dur, je dis pas. Ouais. C'est très dur de, des fois, laisser le tracker de côté et de devoir se dire, bah là, ok, je suis pas loin, elle va me mettre de la distance. Par contre, j'ai besoin de dormir, donc je vais dormir. Ouais. Ça demande de l'expérience. Ça se prépare, de l'expérience. En effet, t'apprends pas en faisant des erreurs. Et aussi la prépa mentale, ça aide pas mal à se détacher un petit peu de ces trucs-là. Okay, carrément. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a une distance, une course, un truc qui te fait rêver et que peut-être un jour, ça serait dans ta tête? Bah, au final, c'est fou parce que ma notion des rêves et des limites, elle est repoussée un petit peu à chaque fois. Et une course sur laquelle je me serais jamais imaginée, c'est la transcontinentale à laquelle je vais participer dans quelques semaines. Ah, donc Parce que c'est un peu la course mère des courses d'ultra distance, ultra cyclisme. Et il y a 4 ans, si tu m'avais dit dans 4 ans tu seras sur cette ligne de départ, non. Je t'aurais pas cru. Et après, sans me mettre la pression, parce qu'il peut se passer plein de choses, etc. Mais juste, si le 19 juillet, je suis sur la ligne de départ, c'est une énorme victoire. Ok. Donc, et après, maintenant, il y a quasiment la même distance qui me fait rêver en VTT. Parce que du coup, en VTT, tu vas doubler quasiment ton temps, quoi. Et une course par étape, genre Tour de France, non? Ça me fait pas rêver. Ok, non. d'accord. Okay. Non. Et bah écoute, redis-moi la date, 19 juillet. Donc de toute façon, l'épisode il va sortir première semaine de juin, ou alors on est déjà à la deuxième semaine de juin. Dans tous les cas, c'est dans quelques semaines. Donc objectif d'aller apporter un maximum de soutien à Camille. Donc on va s'abonner, on va mettre des petits likes, des petits commentaires pour qu'elle soit le 19 juillet sur la ligne de départ. Je me fais aucun souci, on y sera. Pour ceux qui ont envie de te suivre, de suivre tout ça, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Instagram, Camille Albi, ALBI, tout simplement. Tout attaché? Tout attaché, voilà. Okay. Vous allez me trouver. C'est le meilleur endroit. Photo de cycliste, voilà. Et j'essaye, ça dépend un peu des humeurs, de l'énergie disponible, mais j'essaye en course de faire des petits updates autant que possible. Trop bien. Pas un petit TikTok qui traîne? Non, pas encore. Des fois je me dis j'ai vieilli en fait. On va 30 discuter, ans, on va discuter ensemble. On va discuter ensemble. Trop bien. Allez suivre Camille. De toute façon, le compte Insta sera partout où vous êtes. Donc si vous écoutez sur Spotify, en lien, il y a le compte Insta. Si vous êtes sur YouTube, en lien, il y a le compte Insta. Vous allez sur le compte Instagram de What the Health et vous verrez Camille qui sera identifiée, etc. Donc vous la trouverez, je ne me fais pas de soucis. On refait un merci à CrossFit Southwest, pareil, que vous retrouverez partout, tagué, liens, etc. De toute façon, vous ne pouvez pas ne pas trouver les liens. Ceux qui ne trouvent pas, vous faites exprès. Donc il y aura le lien vers le compte Insta, vers le site internet. On rappelle, 2 premières séances offertes et premier mois à 50%. Donc c'est le meilleur moyen de vouloir, si vous voulez tester le CrossFit, découvrir. Bon, on peut pas faire mieux quand même comme première offre. Donc on remercie beaucoup CrossFit Southwest et Alice. Je rappelle une chose avant qu'on se quitte, c'est que si vous voulez soutenir le podcast, il y a 3 manières de le faire. La première, c'est vous laisser un avis ou un commentaire sur Spotify. C'est le seul moyen de faire remonter un podcast dans les classements, je le dis à chaque fois. Petit avis, petit commentaire, j'ai adoré, j'ai pas aimé. D'ailleurs, dites-le si vous aimez pas, ça me va, on en discute. Deuxième chose, c'est partager l'épisode. Je copie le lien, je colle, je mets dans ma story, je l'envoie à un proche, quelqu'un qui a mal aux fesses quand il fait 3 heures de vélo. On partage à un max de monde. Troisième manière, c'est de rejoindre le compte Instagram. Donc c'est @whatthehealth le podcast. C'est tout attaché en minuscules. En général, j'annonce les prochains invités. Okay. Je tease les prochains épisodes. J'essaye, tu vois, sur un épisode comme ça, de découper des extraits. Des fois, il y a des sondages. J'essaie de le faire vivre aussi, qu'il y a plein de choses. Si vous faites un des 3, c'est génial. Si vous faites les 3, c'est incroyable. C'est incroyable.
J'arrête de dire que j'offre un repas si vous faites les 3, parce qu'il y en a beaucoup trop qui commencent à faire les 3, et ça va finir par me coûter beaucoup trop cher en repas. Donc je ferai juste une grande tablée. Tu vois, un jour, voilà, je fais une grande tablée, je vous inviterai tous, et on se fera ça tous ensemble. Merci beaucoup Camille. Merci à toi. Merci beaucoup CrossFit Southwest. Merci beaucoup Dia Studio, Julien. Et voilà, 87 épisodes dans la boîte. À très vite pour le 88e épisode de What the Health.